Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darnley Dubois avec vous. Nous continuons les émissions spéciales sur la COVID-19 et ses impacts. Un article paru dans la revue L'Actualité, rédigé par M. Jérôme Lucier le 14 avril 2020, titré « Le chômage bondit au Québec, pas de panique ». Et cet article relatait que de février à mars, le taux de chômage est passé de 4,5 à 8,1 %. Et apparemment, il ne faut pas paniquer. Il y a des travailleurs qui ont été mis à pied temporairement, donc sont placés sur une liste de rappel de l'employeur, mais d'autres travailleurs ont carrément perdu leur emploi. Donc, nous discutons aujourd'hui avec Madame Tamara Bernard, coach en employabilité et fondatrice de la boîte à Tamara, afin de discuter de recherche d'emploi. Bonjour, Madame Bernard, et bienvenue sur nos ondes. Bonjour, merci de m'avoir invité sur vos ondes. Non, merci. Alors, dites-nous, on rentre directement dans le vif du sujet. Dites-nous, en ce temps de pandémie, est-ce possible de trouver un emploi? Je vais répondre comme ça. En fait, actuellement, on s'entend qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont soit qui sont fermés complètement leur entreprise, soit il y a des secteurs qui ont fait un bond qu'on pense, par exemple, au secteur de la santé, au niveau aussi de tout ce qui est technologie de l'information. Puis, il y a aussi, on s'entend qu'il y a aussi des entreprises qui attendent un peu de voir comment l'économie va rouler pour pouvoir voir, comment est-ce qu'ils vont embaucher, comment ils vont faire ça, etc. Actuellement, ce que je dirais, c'est que oui, il est possible de trouver un emploi en période de pandémie, mais il va falloir vraiment aller cibler les secteurs d'emploi où on a besoin soit de travailleurs essentiels ou qu'on considère en fait des services essentiels. Okay. C'est sûr que actuellement au Québec, tranquillement, on commence à déconfiner. Donc, l'éventail des opportunités va un petit peu s'élargir, si on veut, mais ça va vraiment d'aller cibler des secteurs essentiels. C'est sûr qu'on ne va pas nécessairement cibler le secteur de la restauration quand on sait que au niveau de la restauration, c'est mort, mais par exemple, lorsqu'on pense au niveau du secteur de la santé, on s'entend qu'il y avait déjà un grand besoin avant. Maintenant, il est encore plus criant. Lorsqu'on pense aussi au secteur de la sécurité, au secteur de l'éducation en enfance aussi, c'est des secteurs qui ont fait des bons également. Puis lorsqu'on parlait, effectivement, le taux de chômage a drastiquement augmenté. Puis lorsqu'on regarde un peu les prévisions là au niveau de Statistique Canada, ça varie autour de 17% qui prévoit que le taux de chômage va grimper, en fait. Quand même, 17%. Oui, taux de chômage de 17%. Puis même actuellement, il évalue déjà à 17% selon les prévisions, en fait. Donc, c'est vraiment de prendre un peu son mal en patience et d'aller cibler des secteurs d'emploi clés. Puis, il faut se dire aussi, on va être amené à, pour les chercheurs d'emploi, en fait, de plus en plus, on va devoir vraiment s'attarder, en fait, à des secteurs clés, si on veut. Comme je répétais auparavant, vraiment s'attarder aux secteurs clés pour se dire, OK, ça va fonctionner, puis d'aller cibler justement les secteurs où on sait que il va y avoir plus d'ouverture d'emploi. Puis, pour nous aider un peu plus à cibler ce type d'emploi-là, le secteur des services essentiels, il y a les différentes listes que le gouvernement a établies qu'on retrouve facilement sur Internet. Puis, également, il y a une plateforme transitoire d'affichage sur le site du gouvernement du Québec où différents employeurs ont l'opportunité d'afficher leur stock d'emploi, où on va trouver différents types de postes. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est vraiment, il y a beaucoup de postes en éducation qui existent, en fait, qui sont à l'affiche sur cette plateforme transitoire-là. Donc, ce que je comprends, c'est que il faut d'abord regarder les secteurs qui sont plus en demande. On sait ce qui a été touché pendant la pandémie, c'est surtout l'hébergement, la restauration, vous en avez parlé, la culture, les loisirs, commerce des détails. On entend aussi beaucoup l'aéronautique. Donc, vous dites de regarder les secteurs qui sont plus en demande, surtout pour les besoins essentiels. Exactement. De cette manière, c'est sûr que il va y avoir plus d'opportunités. C'est sûr qu'on va être moins confronté au fait que, il n'y a pas d'emploi. C'est sûr qu'il y a une baisse. On s'entend, le taux de chômage est plus élevé, etc. Mais comme je disais, il y a des secteurs qui sont morts, mais il y a d'autres secteurs qui ont
bondi d'un coup aussi. On pense aussi à l'entretien ménager, où tout le monde en a besoin là, actuellement. Fait que c'est vraiment de savoir les... si on veut. Oui, exactement. D'orienter sa recherche d'emploi dans ce sens-là, si on veut des résultats. C'est sûr que lorsque on est confronté où notre domaine d'emploi est un petit peu plus restreint, qui n'est pas nécessairement secteur essentiel actuellement, là, à ce moment-là, il faudra vraiment user de patience parce qu'on n'est pas nécessairement dans une période propice à l'emploi actuellement. Voilà. Mais c'est toujours possible de trouver un emploi. OK, donc maintenant qu'on sait ça, je vais poser une question qui est très large. Donc, je sais que la réponse, elle peut être ciblée, admettons, pour un jeune de 20 ans ou une personne plus âgée de 50 ans, mais en gros, quelles sont les premières démarches à réaliser pour une recherche d'emploi? La première chose, ça va vraiment être de se questionner sur le type d'emploi que l'on désire occuper. Est-ce que je souhaite occuper un emploi dans le secteur administratif, en finance, dans le secteur des multimédias? Donc, quel type de poste que je vise? Ça va vraiment être la première chose à se demander pour commencer une démarche de recherche d'emploi qui va porter fruit. Parce que ensuite, ça va nous permettre de faire un CV qui reflète le type de compétences pour ce poste-là et également pouvoir mettre de l'avant notre savoir-faire, savoir-être lorsqu'on va construire notre CV et notre lettre de présentation qui sont les deux outils nécessaires là, pour démarrer une recherche d'emploi. Donc, vraiment, pour résumer, ça va vraiment être de se poser la question quel type d'emploi que je vise, quelles sont les compétences pour ce poste-là et comment moi, en tant que professionnel, je me démarque pour occuper le poste que je vise, mon objectif professionnel. Donc, c'est important de faire cet exercice-là pour, j'imagine, ne pas se mettre à appliquer un peu partout. Exactement, parce que ça sert à rien, en fait, d'appliquer n'importe où lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est comme un peu, lorsqu'on fait une démarche de recherche d'emploi, le mot le dit, démarche, il faut avoir un plan pour arriver justement à notre objectif. Donc, vraiment cibler c'est quoi mon objectif? Là, je fais des démarches, j'ai un CV, j'ai une note de présentation, mais c'est quoi mon objectif à la fin? Est-ce que c'est juste d'avoir une entrevue ou c'est d'avoir un emploi? Donc, si c'est vraiment, on s'entend, on veut avoir un emploi lorsqu'on on commence une démarche de recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant si on veut? Qu'est-ce qu'il me faut pour que ma démarche de recherche d'emploi soit positive? En fait, c'est vraiment de faire, si on veut, une boîte à outils qui va m'amener à pouvoir occuper l'emploi que je désire ou le type d'emploi que je désire. Puis c'est vraiment important de faire des liens puis de cibler justement. Si c'est 2-3 postes qu'on cible, à ce moment-là, c'est de faire un plan pour chacun des 2-3 postes qu'on cible. Mais les premières démarches, c'est vraiment de se poser cette question-là pour pouvoir prendre le chemin puis mieux s'orienter vers notre démarche de recherche d'emploi. Donc, une recherche d'emploi, ça ne se prend pas à la légère. Non, effectivement, ça se prend pas à la légère. C'est pas je décide d'aller chez A, B, C, D, E. Il faut se poser des questions parce que sinon, à la fin, on risque d'être déçu. C'est comme un peu lorsqu'on part en voyage, on fait un plan de où est-ce qu'on aimerait aller, dans quelle ville qu'on aimerait visiter, mais c'est la même chose en démarche de recherche d'emploi. Quel employeur, chez quel employeur j'aimerais travailler, quel type de poste qui me convient, quel type de poste que j'aimerais occuper avant de pouvoir pour pouvoir avoir les bons outils en fait pour travailler de ce côté-là. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent je vais faire une recherche d'urgence, puis je suis prête à prendre n'importe quoi, mais je vais quand même continuer mes recherches pour trouver le poste de rêve ou le poste adapté à mes compétences. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible aussi de faire? C'est possible. C'est toujours possible de se dire, OK, là, je vais faire n'importe quoi pour le moment. Puis par la suite, entre-temps, je vais faire mes démarches. Des fois, c'est peut-être des besoins plus financiers. À ce moment-là, on occupe un emploi plus élémentaire qu'on appelle. Et entre-temps, on se concentre pour faire nos démarches afin d'occuper l'emploi qu'on cible. C'est toujours des choses qui sont possibles de faire.
Mais maintenant, c'est de voir aussi, bon, si on prend n'importe quoi, en quoi ça va nous avantager, quelles sont les compétences qu'on va tirer de cet emploi-là, qu'est-ce que nous-mêmes, on peut amener de plus en occupant, en fait, en travaillant chez cet employeur-là. Donc, c'est sûr que chaque expérience de travail est unique. Dans chaque expérience, on retire des compétences, des savoirs, différents savoirs. Mais oui, effectivement, ce sont des choses qui se font. Moi, personnellement, ce que je conseille toujours à quelqu'un, c'est d'être bien dans qu'est-ce qu'il fait d'abord et pas nécessairement de se ruer sur n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, ça peut amener au fait que, bon, là, on a différents... ça peut amener au burn-out, ça peut amener au fait que, bon, ben finalement, ben on quitte parce que ça ne nous convient pas nécessairement. Puis, on dit souvent que un emploi, ça doit quand même bien refléter notre personnalité, nos valeurs aussi. Donc, ce sont des choses qui sont à prendre en considération. C'est sûr qu'on peut toujours faire certains sacrifices d'un autre côté, mais il y a certaines choses à prendre en considération avant de se dire, OK, ben là, je vais juste prendre ça pour le moment, puis faire les démarches. Puis qu'on se dit justement que on va faire nos démarches vers notre objectif professionnel, ben c'est vraiment de faire, puis de pas se dire, ben là, je vais rester là, puis on n'a pas une limite de temps, en fait. Il faut vraiment se fixer dans le temps. Si on prend cet emploi-là élémentaire, puis que c'est pas nécessairement notre objectif d'emploi, ben il faut se dire, exemple, ben j'occupe cet emploi-là pendant 3 mois, mais pendant ces 3 mois-là... On le prend temporairement environ pour 3 mois, on se fixe un objectif, et on continue les démarches. Exactement. C'est d'être actif, en fait. C'est vraiment de rester actif. C'est pas notre objectif, mais on continue entre-temps d'autres démarches pour pouvoir arriver à notre objectif professionnel. Super! Je propose qu'on prenne une pause musicale et on revient tout de suite après pour un peu avoir des conseils, disons, sur les CV. Donc, on revient dans quelques minutes. Vous venez d'écouter Vitaï et Slimane. Le titre de la chanson « Pourquoi le monde ?» Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville. Nous discutons avec Madame Tamara Bernard, coach en employabilité, fondatrice de la Boîte à Tamara. Donc, un peu plus tard, elle va nous dire qu'est-ce que la Boîte à Tamara. Mais entre-temps, nous parlons de perte d'emploi en ce temps de pandémie et elle nous a donné quelques conseils avant la pause sur comment justement s'y prendre avant de démarrer une recherche d'emploi. Et maintenant, je crois que vous avez un peu d'expérience en dotation. Peut-être vous pourrez nous donner des trucs sur qu'est-ce qu'un CV accrocheur? Bon, la première des choses, un CV accrocheur, un CV qui va vraiment attirer l'œil du recruteur, ça va être un CV dans lequel je vais pouvoir voir les liens entre mon offre d'emploi que j'ai affiché, et le candidat qui m'envoie sa candidature. Donc, ça va être important. En fait, le mot d'ordre, c'est faire des liens. Si je suis capable de retrouver des mots-clés dans votre CV, ça va être un bonus. En fait, ça va être un bonus pour le recruteur, car il va se dire, je donne un exemple comme ça, quelqu'un qui applique pour un poste de technicien en informatique, il connaît... je sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, mais il connaît certaines applications, par exemple, pour monter un programme, petites pistes là, informatiques, si on veut, qui sont propres au domaine informatique, qui les met, certains programmes de montage, etc., qui les met dans son CV. C'est plus plaisant de voir. En fait, c'est plus plaisant pour un recruteur de voir que le candidat possède certains, les compétences pour le poste, mais aussi les mots-clés. Savez-vous, en fait, de l'offre d'emploi que le recruteur a mis sur Internet ou peu importe où il a affiché son offre d'emploi, c'est là où le recruteur, l'employeur, met le plus de détails sur le candidat qu'il recherche. Donc, les compétences que le candidat doit avoir. Si je suis capable de cibler ce type de mots-clés-là dans votre CV, ça fait en sorte que votre CV devient accrocheur pour un recruteur. Êtes-vous en train de nous dire, Madame Bernard, qu'il faut adapter ou ajuster nos outils, notre CV, à chaque fois qu'on applique sur des nouveaux postes? Exactement. Une formation, par exemple, si on prend justement
un technicien d'informatique peut amener effectivement à occuper différents types de postes, mais au sein de certaines compagnies, c'est pas nécessairement les mêmes tâches, par exemple, qui sont demandées au niveau d'une offre d'emploi. Ça peut changer d'une offre d'emploi à une autre, ça peut changer le type de compagnie pour lequel vous appliquez, même si c'est en informatique, c'est pas nécessairement les mêmes services qui rentrent. Donc, il faut vraiment appliquer, en fait, changer si on veut son CV pour le type de poste qu'on applique. On peut avoir 2 ou 3 versions différentes de CV, dépendamment du poste pour lequel on applique. C'est pas nécessairement toujours le même CV qu'on envoie à un employeur, même si c'est pour le même poste. Il faut vraiment faire attention à ça. Mon Dieu, c'est à se demander si chercher un emploi n'est pas un emploi en soi. Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que je disais qu'il faut être constant. Puis c'est pas nécessairement se dire que tu sais, je commence aujourd'hui, j'envoie un CV, puis j'attends 2 autres semaines pour envoyer d'autres CV. C'est vraiment, il faut être appliqué dans qu'est-ce qu'on fait. C'est une job, c'est ça. Comme vous dites, c'est un emploi. C'est un emploi à envoyer des CV. Puis je vous dirais aussi que un CV accrocheur est un CV où on fait attention au niveau de la présentation. On peut rentrer là-dedans aussi les fautes d'orthographe, qu'il faut faire très attention. Puis lorsque je peux me retrouver facilement sur votre CV, par exemple, il y a des sections, une section profil professionnel où on est capable d'identifier un peu plus clairement quel type de candidat que vous êtes, ou je suis capable de trouver une section formation, stage, par exemple aussi. Donc, un CV où je suis capable rapidement d'aller chercher les points que j'ai besoin, en fait, les compétences pour lesquelles j'ai besoin pour le poste que j'ai besoin de combler. Ça, c'est vraiment accrocheur pour un recruteur. Puis, j'ajouterais même que un CV qui contient entre 1 et 2 pages, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal, sachant qu'un recruteur ne va pas nécessairement passer 5 minutes sur votre CV. Là. Des fois, c'est une question de quelques secondes, 1 minute au plus. Puis, donc voilà. Donc ça, c'est des petits trucs, si on veut, pour faire en sorte que votre CV soit le plus accrocheur possible et que vous vous retrouvez dans la pile de CV des candidats qu'on va appeler pour notre vie. Super, j'aime ça. Donc, ce qu'on retient, pas de faute d'orthographe, se faire relire, ça peut aider. Oui, effectivement. Puis si jamais vous savez que le français, c'est pas nécessairement votre force ou bien l'anglais, dépendamment dans quelle langue vous devez envoyer votre CV, faites-le corriger, soit par quelqu'un de votre famille, un ami, etc., que vous savez qui peut le faire, ou bien même il y a différents logiciels aussi là qui existent, qui sont gratuits ou moyennant certains coûts, comme là je pense à Antidote, qui peuvent vous aider vraiment à corriger votre texte. Puis utiliser des mots simples aussi, pas nécessairement de longues phrases. Ça aussi, ça peut aider pour rédiger justement le texte sur votre CV. Puis surtout, sachant que si vous êtes une personne qui fait beaucoup de fautes, ça peut empêcher justement le fait qu'on retrouve plusieurs fautes dans votre CV ou votre lettre de présentation, par exemple. Alors maintenant, on sait quels sont les secteurs qui sont plus en demande, on sait quels outils qu'il nous faut, qu'est-ce qui accroche, quelles sont les différentes plateformes où est-ce que les chercheurs d'emploi peuvent justement aller consulter, quels conseils vous pouvez donner sur cet aspect? On va y aller souvent en fait, on va y aller par les sites de recherche d'emploi comme Emploi Québec, Job Boom, Job Illico. Il y a aussi les sites de votre offre professionnelle si vous en avez un. Les sites aussi de secteurs d'emploi propres à votre domaine. Par exemple, en santé, on va penser à Santé Montréal. Par exemple, lorsqu'on parle des emplois en ressources humaines, on va aller sur le site de emploi en RH. Donc ça peut être certaines plateformes que vous consulter pour faire des recherches d'emploi. Également, il y a certaines agences de placement qui diffusent les différentes offres d'emploi qu'ils ont à offrir. Puis, je terminerai par dire que LinkedIn est une belle plateforme à consulter pour la recherche d'emploi, étant donné que plusieurs entreprises s'y trouvent et vont diffuser leur offre d'emploi sur cette plateforme-là. Et comment vous l'avez dit? Parce que moi, je dis LinkedIn. Vous l'avez dit différemment, je pense. Oui, c'est LinkedIn. LinkedIn. Bon, alors. LINKEDIN.
Donc, est-ce qu'il faut avoir un compte sur cette plateforme pour justement voir qu'est-ce que les entreprises partagent? Oui, il faut avoir un compte, on s'inscrit. C'est vraiment simple d'inscription. Il demande quelques coordonnées, un courriel, puis ça va être le compte est créé. Par la suite, ça va vraiment être plus d'ajouter, en fait, de se créer un contact. C'est un peu, LinkedIn, en fait, c'est un peu un Facebook, mais à titre professionnel, en fait. C'est vraiment concentré, plus professionnel. Donc, par la suite, ça va vraiment d'aller créer des liens en se connectant. C'est le terme qui est utilisé sur la plateforme LinkedIn, avec d'autres personnes pour pouvoir, soit échanger, etc. Puis, il y a une section emploi qui est disponible sur LinkedIn où vous allez pouvoir soit rentrer des mots-clés ou soit rentrer des noms de compagnie, puis voir quel type d'emploi qui sont affichés, en fait. OK. Donc, j'espère que les auditeurs, les auditrices prennent de bonnes notes parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Donc, vérifier les secteurs d'emploi plus en demande pendant cette pandémie, savoir qu'est-ce qu'on cherche selon nos compétences aussi, un CV accrocheur, les plateformes, LinkedIn. Je vais y aller un peu, ma question sera un peu sombre, mais imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi, je fais tout ça, puis je reçois pas d'appel, ma recherche d'emploi, elle mène nulle part. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est autant, je sais pas moi, découragé? Dans un premier temps, je crois que lorsqu'on se rend compte que notre recherche d'emploi ne mène à nulle part, on a déjà fait un pas dans la mesure où on sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ce que je conseille, c'est toujours de garder l'attitude positive. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est bien qu'on se rend compte de ça que de se dire que je fais tout bien, c'est qu'il y a quelque chose, je fais tout bien, donc c'est pas nécessairement moi le problème, ou bien ce recruteur, etc. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut se demander qu'est-ce que j'ai fait qui peut-être fait en sorte qu'on m'appelle pas, ou bien est-ce que c'est mon CV qui ne reflète pas nécessairement les compétences nécessaires pour ce poste. Par exemple, quelqu'un qui a eu des entrevues, est-ce que, mes entrevues n'ont pas abouti à ce qu'on m'offre un emploi? Maintenant, est-ce que j'ai fait des suivis auprès de l'employeur afin de savoir qu'est-ce qui n'a pas nécessairement fonctionné? Est-ce que j'ai eu des rétroactions? Est-ce que j'ai appliqué ces rétroactions-là dans mes prochaines, dans mes entrevues qui ont lieu après? Aussi, lorsque vous avez appliqué, est-ce que vous faites, je commence lundi, mais j'envoie 10 CV lundi, puis j'attends 2 semaines afin de savoir s'il y a un appel, puis après ça, je recommence, j'envoie un CV par-ci, un CV par-là, comme je le mentionnais. La recherche d'emploi, ça doit être constant lorsqu'on commence. C'est vraiment, si on se dit, par exemple, on fait un objectif, j'envoie 5 CV par jour sur 5 jours, puis je note où j'envoie mes CV, si j'ai une réponse positive, etc. Donc ça peut être des trucs aussi pour nous aider. Puis, ce que je vous dirais même, c'est lorsque vous avez identifié les raisons pour lesquelles ma recherche d'emploi n'aboutit pas à quelque part, c'est vraiment peut-être de vous faire un tableau, une colonne où je note les différentes raisons pour lesquelles je pense ou que je vois pourquoi mes recherches n'aboutissent pas quelque part, et l'autre colonne où je note qu'est-ce que je pourrais faire pour tenter de remédier à la situation selon les différentes raisons là, que vous avez ciblées pour lesquelles votre recherche d'emploi n'a pas abouti à quelque part. Donc, c'est vraiment un travail constant. Puis, je conseille pas à quelqu'un d'arrêter sa recherche d'emploi drastiquement parce qu'il ne voit pas de résultats. Au contraire, si jamais vous sentez que, là, vous allez baisser les bras, aller chercher l'aide de différents professionnels qui sont dans le domaine de l'employabilité, ça peut vraiment plus vous motiver puis vous aider à continuer dans ce sens. Vraiment des conseils intéressants. Avant de terminer, depuis le début, je dis fondatrice de la boîte à Tamara. Qu'est-ce que la boîte à Tamara? La boîte à Tamara, c'est une firme spécialisée en démarche de recherche d'emploi et en développement de carrière. Donc, on aide les professionnels qui sont soit déjà en emploi, qui veulent soit changer de carrière, soit retourner aux études, ou soit qui veulent atteindre différents niveaux professionnels, si on veut, atteindre des promotions quelconques, etc. Donc, on aide, on les aide justement dans leur démarche. Ça peut passer au CV, lettre de présentation,
aide pour des entrevues, du coaching en emploi aussi. Donc, on offre ce service-là à titre plus individuel, si on veut. Et également, on a un département qui est plus pour les PME afin de leur aider dans tout le processus de recrutement et de dotation de personnel. Ça peut passer par en fait, aller identifier des candidats idéaux, faire des guides d'employés, passer des entrevues, faire des suivis en emploi, faire des évaluations d'emploi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'ensemble des services qu'offre la boîte à Tamara. Et ça fait combien de temps la boîte à Tamara existe? La boîte à Tamara existe, ça fait 1 an. Ça fait 1 an en février dernier, donc 1 an et quelques mois, que j'ai parti ça justement parce que je voyais qu'il y avait quand même un besoin au niveau des professionnels déjà en emploi et aussi au niveau des PME qui n'ont pas nécessairement le budget ou bien qui n'ont pas nécessairement de département de ressources humaines actifs dans leur compagnie, dans leur entreprise. Donc, voilà. Donc, d'où est venue l'idée de fonder la boîte à Tamara qui offre ces services-là sur le marché. Donc, si je comprends bien, en ce temps de pandémie, il doit y avoir des chercheurs d'emploi ou il doit y avoir aussi des gens en réflexion aussi. Est-ce que je veux retourner à faire le même emploi? Est-ce que je veux retourner aux études? Des gens un peu qui se remettent en question. Est-ce que ces gens-là peuvent venir vous voir? Oui, effectivement, ils peuvent venir nous voir, nous contacter à ce sujet-là. Comme je disais, on fait tout ce qui est au niveau du développement carrière, développement professionnel. Donc, ils peuvent nous contacter, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Le nom, c'est La Boîte à Tamara. Et aussi par courriel à info@laboîteatamara.com. Donc, je vais répéter juste pour être certaine. Donc, info@laboîteatamara.com. Et également sur les réseaux sociaux, le nom, c'est La Boîte à Tamara. Donc, vous allez nous trouver pour discuter des différents besoins que vous avez. Alors, je vais me permettre d'épeler Tamara parce que Tamara ne s'écrit pas tout le temps pareil. Et la Tamara à laquelle on parle aujourd'hui, c'est T-A-M-A-R-A. Donc, T-A-M-A-R-A, pardon, et Bernard, B-E-R-N-A-R-D. Et alors, vous cherchez à partir de Google, peu importe, la boîte à Tamara, et vous allez trouver les coordonnées, courriel, téléphone. Et elle est présente sur Instagram, sur Facebook, YouTube aussi, je pense. Oui, il y a une chaîne YouTube exactement que je parle plus du développement de carrière. En fait, je donne des trucs et des outils justement au niveau de l'employabilité. Donc, le nom de la chaîne, c'est Tamara Bernard, tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces conseils que je trouve très, très riches. Et je vous souhaite bonne continuation dans ce beau projet. Et j'espère que les auditeurs vous contacteront. Merci beaucoup de l'invitation. Puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.